Alors le premier article, c'était le baya, la petite chaîne qu'on porte autour des reins. Là, je racontais comment les femmes de chez moi portaient ça, quelle signification ça pouvait avoir. Et d'ailleurs, c'est l'article qui m'a permis d'être sélectionnée à Mondeblog. Alors, je suis Djeritou Diallo, je vis à Antony, en Île-de-France. Dans la vie de tous les jours, je suis chargée de communication digitale dans une agence de communication qui est basée dans le 12e arrondissement à Paris. À côté de ça, je suis blogueuse, cyberactiviste pour les droits des femmes et pour la vulgarisation des technologies, de l'information et de la communication. Je suis née à Kamsar, dans la région de Bokeh. On est resté jusqu'en 98, parce qu'en fait, il faut savoir que mes deux parents travaillaient à la CBG. Ensuite, ma mère a été mutée à Conakry, et donc je l'ai suivie. Donc j'étais à Kamsar de 93 à 98. Et puis j'ai fini de grandir, si on finit de grandir, à Conakry, où je suis restée jusqu'après le bac. C'est vrai qu'on avait des facilités qui peuvent passer pour luxueuses pour un Conakryka. Par exemple, à Kamsar, on avait le téléphone fixe, on avait l'électricité, on avait l'eau, on allait tout le temps au supermarché, on allait à la plage de Bel Air. Donc c'est vrai que oui, lorsqu'on grandit à la cité, on grandit un peu dans un cocon finalement, où nos parents, soit nos deux parents, soit un parent, travaillent pour la Compagnie des Bauxites de Guinée. Le niveau de vie était, je pense, relativement plus élevé que la moyenne guinéenne. Donc je pense que ça s'explique par ça. On a eu la chance d'avoir des parents donc, qui ont fait ces métiers-là, qui ont travaillé pour cette compagnie-là. J'ai fait la Renaissance, puis j'ai fait Silla Lamine et j'ai fini par Sainte-Marie. L'adolescence s'est bien passée d'une façon générale, bon, à part quelques couacs liés à l'adolescence, aux choses qu'on découvre, aux amitiés qui se brisent, à celles qui naissent, et les petits drames des cours de récré. Après, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très actif. Je me rappelle qu'au collège, du coup, j'étais père éducatrice en santé de la reproduction. Je suis allée suivre une formation au nom de Sainte-Marie. Avec du recul, j'ai l'impression que cette formation, c'était le mon déclic pour m'intéresser aux droits des femmes. Ils se disent que aussi l'adolescence, c'est l'âge où on découvre la sexualité. Donc on apprend des choses sur la contraception, quand les règles débarquent, ce qu'il faut faire. Il y avait une dizaine de jeunes filles. Chaque école donc avait une représentante. Donc, quand quelqu'un avait une question, j'ai mes règles, je comprends pas ça, elle pouvait venir me voir. Si moi j'avais la réponse, je l'aidais. Sinon, j'essayais de l'orienter vers des personnes beaucoup plus compétentes. Toutes les personnes qui avaient suivi cette formation devaient restituer. Et donc la restitution, tu devais rassembler tous les jeunes du collège dans une salle qu'on appelle la grande salle, qui est très connue. Quand je disais des phrases de façon très crue en parlant de sexualité, tout le monde hurlait, tout le monde criait et les gens se roulaient par terre. Et c'était trop drôle. Heureusement, j'avais des profs qui m'aidaient à dire aux gens mais calmez-vous, laissez-la finir. C'était très compliqué de demander aux gens de se concentrer sur ce type de sujet-là. Quand on est jeune, ces sujets-là, c'est motif à excitation, mais ça ne me faisait pas peur, bien au contraire. J'ai fait ça pendant 2 ans au collège. Puis j'étais aussi très investie dans le journal du lycée. J'ai forcé le proviseur et les frères à avoir un journal où les élèves pouvaient s'exprimer, limite une forme de syndicalisme collégien. Donc on a eu un petit journal et j'étais rédactrice en chef. Une fois au lycée, rédactrice en chef. Bon, ça n'a pas duré. Je crois qu'on a imprimé que 2 journaux parce que ça coûtait quand même pas mal d'argent. Moi, j'avais une vision du journal qui était très ambitieuse. Moi, je voulais un journal imprimé sur du papier glacé. Je voulais que les élèves aillent faire des investigations. C'était une période où il y avait le Boro d'enjaillement. C'est un magazine très polémique dans le sens où, en fait, tu avais une rubrique dans le Boro d'enjaillement où, pendant 2 pages, on clashait des gens. C'était très, très, très dur. On va par exemple dire Djeritou, classe 11e C, tu te prends pour qui? Tu viens avec tes chaussures, tes nouvelles chaussures. Donc, tu avais plein d'annonces comme ça, patatatata, qui se suivaient. Quand il était édité, tu avais un double sentiment. La curiosité de voir qui était clashé, suivait dans la peur, finalement, d'être cité. Et moi, d'ailleurs, j'ai été citée une fois. En fait, c'était pas que Sainte-Marie. T'avais Saint-Georges, le lycée français, bref, plein de gens qui étaient identifiés. Moi, je voulais aller à contre-courant du Boro d'enjaillement. On s'en rend pas compte, mais des journaux comme le Boro d'enjaillement, je pense qu'aujourd'hui, ça ne passerait pas. Parce que clairement, les écoliers grandissent en ayant le sentiment d'être épiés. Ça ressemble presque à du harcèlement. Et donc moi, avec mon journal, je voulais aller à l'opposé de ça. J'étais vraiment dans une volonté de valorisation. Donc il me semble qu'il y avait un article du coup qui épinglait le Boro d'enjaillement, justement. Je passe par Campus France, je commence ma licence en Côte d'Azur. J'ai toujours travaillé pour mes études et j'ai fait plein de jobs, hôtesse de caisse, j'ai fait du ménage, j'ai fait du babysitting. À la base, je voulais être journaliste, donc je me disais, bon, je commence par Infocom. Entre-temps, j'ai été admise en stage à Jeune Afrique, j'ai aussi fait un stage à BBC Afrique. Et puis bon, j'ai été en contact avec pas mal de mentors, dont Fabien Hoffner de France 24. Mais l'année à laquelle j'ai passé les concours, j'ai perdu mon père. Donc c'était en 2015. C'était une année qui est très, très dure. Moi, je suis en France quand il décède, donc je le vis très, très mal. Donc je passe 2
concours dans 2 écoles, Bordeaux et Lille. Je suis pas admise. Qu'est-ce qui me reste? Je suis paumée. Mais le fait d'avoir fait mon stage à Jeune Afrique, je réalise en fait que je veux continuer à écrire, je veux continuer à faire des vidéos, mais je veux pas être payée pour ça. Un journaliste n'est pas libre de traiter les sujets forcément qu'il veut. Et je dis bon, je vais continuer à faire mes web TV, à faire mes blogs, parce que là, je parle en mon nom, je parle pas au nom de médias. C'est là que je me dis, je continue en com. Et à côté, je lance la web TV Entre nous TV en 2015. Et puis entre-temps, je suis sélectionnée pour le concours Mondoblog. C'est un concours qui est lancé par RFI, qui recrute une communauté francophone de blogueurs. Donc en 2015, je dis bah tiens, ce serait intéressant de faire un peu de vidéo. Je lance la vidéo, voilà, qui va vivre jusqu'en 2017, quand même 2 ans. On va tenir 2 ans avant que l'initiative s'arrête. Par manque de financement, de temps, je cherchais des compétences très pointues que je n'avais pas, à savoir un monteur. En parallèle, je continue à écrire. En fait, c'est parce que j'avais l'impression que parmi mon lectorat, il y avait des gens, un pourcentage de mon lectorat que je ne réussissais pas à garder, que je perdais. Mes articles sont rarement brefs. Parce que j'aime aller dans le détail du détail, vraiment expliquer le fond de ma pensée. Dans l'idée, c'était d'abord de garder ces gens-là. Je voyais une diaspora ici, qui était très dynamique, très active. Je me disais, mais il manque de couverture. Quand je lance le blog, c'est Overblog. Voilà, j'écrivais dessus. Et après, je passe le concours Mondoblog et je suis acceptée. Tout mon contenu qui était sur Overblog, je le fais migrer sur De vous à moi. .mondoblog.org. Puis je me dis, écoute, ça fait 4 ans de blogging, ce serait bien de lancer jerrytoujalo.com. Chaque fois que tous ces blogs-là ont une ligne éditoriale à eux, c'est-à-dire que de vous à moi.mondoblog, j'étais étudiante, ce que je voulais partager, c'était mes points de vue en tant qu'étudiante. Quand je lance jerrytoujalo.com, c'est pour apporter une certaine expertise dans quelque chose que je commence à maîtriser, c'est-à-dire l'investissement associatif, le numérique, les droits des femmes, mais aussi la communication. Et j'ai un autre blog qui s'appelle medium.com/jerrytou. Sur ce blog-là, c'est plus mes états d'âme. Ça va être, je raconte ma vie, c'est des questions existentielle. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec 3 blogs. Alors le premier article, c'était le Baya, la petite chaîne qu'on porte autour des reins. Là, je racontais comment les femmes de chez moi portaient ça, quelle signification ça pouvait avoir. Et d'ailleurs, c'est l'article qui m'a permis d'être sélectionnée à Mondoblog. L'article, je pense, qui a le plus buzzé, ça va être pourquoi je ne rentrerai pas en Guinée, autopsie d'un retour mitigé. Je me suis faite allumer. L'article, en gros, raconte si demain je décide de ne pas rentrer en Guinée, en tout cas d'un point de vue professionnel, c'est ça qui va m'empêcher de rentrer en Guinée. Du coup, je fais un listing. En Guinée, l'organisation professionnelle est très pyramidale, où le patron, il est là, son excellence, qui n'est jamais remise en question, et que les autres sont là. En termes de management, je trouve que voilà, c'est très dur, surtout quand on est en digital native, quoi. Lorsqu'on arrive là, on a envie que les choses bougent et que tu dois passer par 145 autorisations, 145 validations, tu trouves ça lent, quoi. Avec du recul, je me trouvais très virulente, beaucoup moins aujourd'hui. Là, j'adore. Je parlais aussi du fait qu'il y a un truc qui est revenu dans les talks de Jerrytou, c'est quand tu viens de la diaspora, tu peux rapidement passer pour le fauté. Bon, toi, tu vas pas venir nous bousculer dans notre organisation d'habitude, nous on fait comme ça. Tu mets une deadline, c'est sûr à 80% que la deadline ne sera pas respectée. C'est très caricatural comme ça, encore une fois, je m'en excuse, mais c'est vraiment pour que les gens comprennent où je voulais en venir. En gros, c'était ça mon article, c'était de dire manque de discipline et je m'inclus dedans. Et je disais à la fin, c'était la période où on avait plein d'hôtels, nous, machin, nanana. Est-ce que le fait d'avoir des hôtels compense cette forme de médiocrité là? J'ai entendu des vertes et des pas mûres. Il y a des gens qui rentrent et qui réussissent leur retour. Mais on oublie ceux qui sont rentrés et pour lesquels ça s'est pas bien passé. Et il y en a. Et donc, moi, je pense c'est à ce moment-là que c'était un article coup de pied. On est très loin de la perfection. C'était vraiment dans cet esprit-là que j'avais fait cet article-là. Certains l'ont compris, d'autres pas, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis sinon, j'en ai fait un autre sur Tu ne me battras plus. Je pense aussi que c'est le deuxième article qui a eu une très grande couverture parce que du coup, il a été placé sur RFI.fr, la rubrique Mondoblog, quelques jours. Cet article-là, c'était en fait, je me glissais dans la peau d'une femme battue qui faisait une lettre du coup à son bourreau, à la personne qui la battait, qui était donc son compagnon. J'expliquais dedans tous les mécanismes de manipulation que peuvent subir les femmes battues au foyer, qui les dévalorisent, qui les poussent dans une forme d'addiction à ton bourreau parce que l'emprise est tellement grande que tu restes et ça se met en place lentement mais sûrement. Et cet article-là a été utilisé pour une pièce par un artiste guinéen qui vit en Belgique. Donc tout ça a contribué à propulser l'article au devant de la scène. Je pars du principe que, en tant que Guinéen, l'éducation qu'on a aujourd'hui, ça renvoie plus à un attachement, c'est-à-dire on a plus tendance à être attaché finalement à des cellules familiales, à une région, à une ville, à une ethnie, beaucoup moins à un sentiment d'appartenance collectif. Donc l'objectif de cet article-là, justement, c'est de dire qu'est-ce qui aujourd'hui fait de nous des Guinéens, comment on matérialise ça. Je pense que c'est un travail très important à mener, c'est un travail anthropologique, sociologique, et c'est
c'est quelque chose, je pense qu'il faut faire pour éviter de mettre en place un terreau qui faciliterait la division. Je ne dis pas que demain on va être le Rwanda, mais je dis que si on ne se connaît pas, ce sera plus facile de trouver des choses qui nous séparent et donc de s'engager dans quelque chose de très clivant plutôt que de se rassembler. C'est des notions très délicates, c'est un travail qui nous incombe tous, c'est d'inculquer la notion de nationalité, c'est-à-dire que demain, moi je suis Peul, toi tu es Soussou, ce qui va nous rassembler c'est le fait d'être guinéen et c'est quelque chose qui se construit, c'est à nous de le faire. Et la culture passe par ça. Et je disais plus loin que en tant qu'Africain, c'est la tradition orale, c'est les contes, ainsi de suite, et je dis que ça c'est très bien, ça fait partie de nous, mais au-delà de la tradition orale, est-ce qu'il n'est pas temps d'ancrer la culture? Comment on ancre la culture? Mais vraiment, voilà, la poser, quelque chose de physique que je peux toucher. On fait ça. La façon la plus évidente, en tout cas, qui me vient à l'esprit, c'est écrire. Et on a des écrivains, il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui essayent de transmettre ce qui s'est passé du temps de Soundiata Keita, ainsi de jusqu'ici. Mais il y a aussi le béton. Et moi, dans cet article-là, je parle du béton. Le béton, pour moi, c'est quoi? Ça va être les musées, ça va être les galeries, ça va être un endroit où moi, demain, si j'ai un enfant, je pourrais l'amener là et le dire, regarde, ça, c'est un masque que portaient nos ancêtres depuis je ne sais combien de temps. Il a besoin de se représenter. Si je prends le musée de Saint-Dervalien, à chaque fois que je vais en Guinée, j'essaie d'y faire un saut. Là, j'y étais avec mon mari, encore une fois, parce que bon, il y avait de la moisissure partout. La peinture était défoncée. Personne ne vient là. Mais malheureusement, c'est le seul musée qu'on a. Autour de moi des agressions basées sur le genre. C'est quelque chose qu'on intériorise tellement qu'on ne sait plus reconnaître. Il y avait un débat très intéressant sur Facebook, ça se passait au Cameroun, d'une artiste camerounaise qui disait « Mon copain ne m'aime plus parce qu'il ne me bat plus ». Et ça, c'est pas qu'au Cameroun. J'ai grandi et je me rappelle, j'avais des cousines autour de moi, des sœurs, qui disaient que le fait d'être battu, c'est un geste d'affection. Et donc, quand tu grandis comme ça, tu ne déconstruis pas les violences basées sur le genre. Tu ne sais pas ce que c'est parce que tu n'as pas appris à identifier les signaux. Je faisais du féminisme sans savoir que c'était du féminisme. J'ai toujours eu horreur de l'injustice. J'étais plus sensible face aux situations d'injustice que vivaient les femmes du fait de leurs conditions féminines. Ce travail de conceptualisation, c'est quelque chose que j'ai fait ici maintenant. C'est un long processus. Et donc moi, comme je suis venue ici dans le cadre de mes études, j'ai commencé à remettre en question notre appareil social. Et donc en 2016, je me suis dit, bon voilà, on lance une campagne pour dénoncer les conditions de vie guinéennes, et on va appeler ça guinéenne du 21e siècle. Et on va demander aux Guinéens de nous raconter ce qu'était que leur Guinéenne du 21e siècle. À ma surprise, on voit que c'est un truc qui marche, les gens ont envie de partager, il y a un ras-le-bol en fait. Les femmes, elles sont agressées lorsqu'elles vont au travail, elles ont du mal à accoucher, elles n'ont pas le minimum, ainsi de suite. Les langues se sont dédiées. La Guinée n'a rien d'exceptionnel en ce sens que les femmes ont tout le temps, jusqu'à aujourd'hui, ont dû lutter pour leurs droits. Et c'est quelque chose qui n'est pas acquis. C'est quelque chose pour lequel je pense qu'il faut continuer de se battre. Si les féministes n'avaient pas fait le job, moi, j'aurais pas pu voter, j'aurais pas pu avoir un compte en banque toute seule sans l'aval de mon mari ou d'un frère. Et donc, tout ça, c'est des acquis. Et vraiment, c'est la lecture, c'est l'ouverture au monde, c'est le fait de se renseigner, d'accepter de s'éduquer qui m'a permis aujourd'hui de me dire qu'il y a encore du boulot. Et moi, j'ai envie de faire partie de ce taf-là. Le féminisme, vraiment, moi, c'est quelque chose que je retrouve dans tous les aspects de ma vie, dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle et dans ma vie de tous les jours. Si je prends une afro-féministe, c'est-à-dire qu'une féministe franco-africaine, on va dire, elle ne fait pas face au même challenge que moi, en tant que féministe africaine, qui œuvre en Guinée. Comment? Ici, en France, on a certains acquis. On essaie d'être payé à peu près pareil. Demain, si j'ai envie d'avorter, je ne me ferai pas lapider dans la rue. J'ai le planning familial. Moi, mon agenda va être focalisé sur les priorités guinéennes qui, pour moi, clairement, vont être l'accès à l'éducation, la lutte contre l'excision, la lutte contre les mariages précoces forcés. C'est trois parmi tant d'autres. Une féministe guinéenne, c'est quelqu'un qui en éveille sur les problèmes que traversent les femmes de sa société et qui va mettre en place, bien sûr, des actions avec d'autres féministes ou tout seul. Le numérique, ça remonte à l'association des blogueurs de Guinée, où j'étais en charge de la communication. Il faut le dire, une association qui est avant-gardiste sur les questions de gouvernance ouverte et de tout ce qui est numérique. Je me rappelle d'une campagne qui avait bien fonctionné, qui s'appelait #Montrons nos routes. Et on a demandé aux Guinéens de nous montrer les routes. On a reçu des tonnes de photos en tweet, en post, des gens qui disaient « Mais regardez la route entre Dalaba et Pitin ». Moi, je me définis comme étant une web activiste ou encore comme étant une cyberactiviste parce que la majorité de mes actions ont lieu en terrain numérique. Et ça se matérialise comment? Guinée du 21e siècle, c'était une campagne digitale. Nos filles avec leur clito, qui était une campagne de Guinée du 21e siècle, est aussi une campagne digitale. En fait, c'est souvent des hashtags qu'on envoie dans l'espace public et on dit aux gens, participez, dites-nous ce que vous pensez, témoignez. Le but, c'est d'interpeller les pouvoirs publics et leur dire, attention, on surveille ce que vous faites. On a aussi notre projet qui s'appelle #GuinéVote et c'est un
projet ambitieux que j'adore parce que bien sûr on a eu ce type de projet dans la sous-région, notamment au Sénégal avec Sunuvote. L'objectif de Guinévote, c'était en fait c'est du monitoring électoral, c'est-à-dire qu'on a déployé des e-observateurs sur l'ensemble du territoire guinéen. C'était le cas pendant ces dernières élections, mais aussi celle de 2015. On essaye de montrer aux jeunes que le numérique, c'est une chose formidable. On peut en faire ce qu'on veut. Ça peut servir à du positif. En 2020, en mars, on me propose une mission en Guinée, l'Organisation des Nations Unies pour les migrations, OIM. Ça s'appelle consultante en communication des risques. L'idée, c'est d'aider la structure à communiquer sur les risques de la maladie pour une cible particulière. Et donc moi, j'étais chargée vraiment d'aider à sensibiliser pour ce qu'on appelle les agents points d'entrée. Ça va être tous les agents qui sont situés au niveau des points d'entrée d'un pays. Les ports, les gares, l'aéroport. Dans le cadre de cette mission, j'ai effectivement proposé de lancer ce collectif-là qui s'appelle Mukorona Hanima, qui est une forme de mise en relation de nos compétences. Donc, tu avais des Guinéens de la diaspora qui avaient des expériences très pointues. Tu avais des data scientists. La jeunesse africaine n'avait pas envie d'être mise sur le côté. Elle n'était pas sur le carreau. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'en termes de réactivité, elle a réalisé plus rapidement l'urgence et l'importance de la maladie avant les gouvernants. Et c'est fou parce que c'était au Rwanda, au Sénégal, en Guinée. On voyait des jeunes lancer des choses, des masques, faits main. Ce collectif-là était composé donc de jeunes très volontaires guinéens et de jeunes de la diaspora. J'ai lancé les talks de Djeretou l'année dernière. Dans l'idée, c'était de continuer offline les discussions qu'on avait online. J'ai fait ces articles-là en 2016. Les talks sont arrivés en 2020. J'ai été très surprise d'avoir une centaine d'inscriptions. Parce qu'en fait, c'est un truc que je voulais garder en petit comité. Parce que je me dis, quand il y a trop de gens, on ne peut pas entendre tout le monde. J'ai lancé l'épisode 1 qui s'est déroulé à Paris. C'est très bien passé. Très bonne piste de réflexion. C'était sur le retour. J'ai rédigé un article bilan dans lequel j'ai condensé un petit peu toutes les propositions qui avaient été faites les uns et les autres. Il y a eu 2 idées phares. La première idée, c'est n'idéalisez pas votre retour parce que vous avez changé, la Guinée a changé. Et le deuxième truc, c'était maintenant en termes de solutions pratiques, de dire bon voilà, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour améliorer ça. En mars-avril, j'ai remarqué qu'en fait, il y avait pas mal de petits événements comme ça. La Mamaya à Cancan, la fête de Barreau à Barreau, la fête de la pomme de terre à Mali, je pense, ou Pita, je sais plus. Petite fête comme ça, très intéressante, purement authentique et culturelle, qui était finalement inhérente à chaque région. Quand tu prends la fête de la Mamaya, on sait que c'est Cancan, on sait que ça va être le défilé des boubous, c'est après la fête de la Tabaski. Et d'ailleurs, la cartographie des événements culturels est une émanation d'une room qu'on a eue sur Clubhouse. Au lieu de créer la liste, on va la mettre sur une carte, comme ça c'est beaucoup plus visible. Run for Your Right, c'est une activité du collectif Guinéenne du XXIe siècle. Au mois de mars, on se glisse dans la peau des Guinéennes des zones rurales qui sont obligées de parcourir des kilomètres pour un dispensaire, pour une école, ainsi de suite. On reproduit ces kilomètres-là. Donc ça fait 2 marathons qu'on organise et là, le prochain aura lieu en mars et on a vraiment comme objectif de reproduire cette activité tous les ans. Mais pour ça, on a besoin de partenaires qui vont nous accompagner. Elle est hautement symbolique, elle ne demande pas beaucoup de financement, mais en tout cas, on est à l'écoute de personnes avec qui on pourrait collaborer pour aider à la pérennisation de ce projet. En général, ça reste la même chose, c'est on vient, on court, on fait des sketchs, on a des débats, ainsi de suite. On va dire que le Guinéen qui m'inspire le plus, c'est Dr Morisanda Kouyaté. Il est très connu pour ses travaux justement pour les droits des femmes et contre l'excision. Il a même reçu des prix, il me semble. Une personne d'un certain âge qui ne s'est pas laissée envahir, ou en tout cas qui a gardé son sens critique. C'est bien de conserver nos traditions, mais les traditions qui vont à l'encontre de notre intégrité physique sont à bannir. Et l'excision en fait partie. Et le Dr Morisanda Kouyaté est un porte-drapeau dont on peut être fier aujourd'hui, je pense, en tant que Guinéen. Abonnez-vous.